Cette colère qu'on attend aujourd'hui dans les rues de France, près de 900 000 personnes attendues éventuellement, avec un mot d'ordre, pas de rigueur, plus de pouvoir d'achat. C'est un peu les thèmes classiques qu'on entend. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France en termes et de rigueur, si je puis dire, et de pouvoir d'achat? Peut-être essayer de bien séparer les sujets. Il va y avoir beaucoup de monde aujourd'hui. Il y a, on va dire, le mot colère est un mot qui est fort, hein, mais dans la société française, il y a quelque chose qui passe pas. Alors on va évidemment détailler. Et puis il y a se sortir, alors, dans la hiérarchie d'une crise politique qui est quand même, j'allais dire, extrêmement nocive pour tout le monde, parce qu'un pays a besoin d'être gouverné. Et je vais vous surprendre, mais il me semble que, évidemment, la journée d'aujourd'hui va pousser dans le sens d'une revendication, modification de la position du gouvernement. Je suis très curieux parce que c'est contre les propositions du gouvernement, mais c'est pas le même gouvernement. Donc, il y a une espèce de petit affaire. Je ne crois pas qu'il soit impossible que dans les 10 jours qui viennent, on aboutisse, on se rapproche entre le gouvernement Le Cornu, enfin, en tout cas le Cornu, puisqu'il n'y a pas de gouvernement pour le moment, et le Parti socialiste qui débloquerait la situation. Il me semble que c'est, on va le détailler tout à l'heure, mais que c'est loin d'être impossible et que quand on regarde bien, on n'est pas dans un fossé absolu. Il faut que chacun y mette du sien. Pas d'impasse. Donc vous êtes plutôt optimiste sur un accord, décrocher un accord de non-censure avec le Parti socialiste. Anne-Sophie Alsif, est-ce qu'on a un problème de pouvoir d'achat? Est-ce que les salariés français ont récupéré leur pouvoir d'achat après la crise inflationniste? Alors c'est vrai qu'à partir de 2022, surtout notamment 2023 et 2024, on a eu une augmentation du pouvoir d'achat puisqu'on a eu un très fort ralentissement de l'inflation avec des salaires qui ont augmenté d'une manière plus importante. D'abord dans l'industrie où on a eu le rattrapage et maintenant on le voit dans les contributions à l'inflation, c'est dans les services où il y a les rattrapages de salaires et aussi dans l'alimentation. Donc c'est ça un petit peu qui booste l'inflation. Mais on a une inflation qui est ralentie, 1% en France cette année, c'est un des taux les plus bas de la zone euro, alors qu'on a des salaires qui devraient augmenter à peu près 2%. Donc on voit que depuis la crise, on a un pouvoir d'achat qui est rattrapé et on a un pouvoir d'achat qui continue d'augmenter. Après, la grande difficulté, c'est quoi? C'est en effet, on le voit par rapport aux comparaisons notamment européens et notamment de l'Allemagne, la différence entre le brut et le net. Oui. Et bien évidemment, le poids, vous l'avez dit, des dépenses sociales et notamment des retraites et de la Sécu. Quand on regarde le poids des retraites, on est à peu près à 14% du PIB donc en France, alors qu'on est plutôt à 11% quand on voit l'Allemagne ou les autres pays européens. Pareil pour le budget de la sécurité sociale et le déficit qu'ils font financer, c'est 1,5 point. Et le reste, on va dire, c'est les dépenses sociales. Donc ça, en fait, dans votre écart brut-net, eh bien, vous le retrouvez puisque vous avez une charge qui est plus importante, par exemple, que l'Allemagne. Ce qui explique pourquoi on a un différentiel qui est plus important en France que dans les autres pays européens. Ce qu'on appelle le coin fiscalo-social en termes techniques que calcule notamment l'OCDE. Et c'est vrai qu'on fait partie des pays où ce coin fiscalo-social est le plus élevé. Isabelle. Oui, moi, je voudrais quand même revenir un peu sur la colère sociale qui s'exprime parce qu'on ne lui fait pas trop écho. Là. Si, on va en parler. Pour avoir les différentes sensibilités. C'est intéressant. Il y a quand même il y a des constats qui sont assez terribles. C'est-à-dire que ce qui fait la vie des gens au quotidien ne fonctionne plus vraiment. L'école, ça fonctionne plus très bien, c'est peu de le dire. L'hôpital, la santé, ça ne fonctionne plus correctement. Il y a un sentiment d'injustice fiscale énorme dans ce pays, et à raison. Et on y répond comment? En s'écharpant sur la taxe Zuckman, dont, au fond, la motivation est simplement de rétablir un peu de justice fiscale. Alors vous dites raison, mais pourquoi à raison? Est-ce qu'on peut, dans cette émission, on essaie d'ancrer dans les chiffres et les données les sentiments partagés, et ce sentiment est clairement partagé au sein de l'opinion publique, comme l'a prouvé le sondage d'IFOP pour Le Parisien hier. Où est l'injustice fiscale en France?
L'injustice fiscale, alors moi c'est pas mon domaine de spécialité, mais j'aime bien regarder les travaux de mes collègues compétents sur ces sujets, donc Gabriel Zucman, Thomas Piketty évidemment, Michael Zemmour, et c'est très simple en fait, si vous voulez, les riches paient moins d'impôts que les pauvres, ça c'est de l'injustice fiscale, c'est juste ça. Donc qu'on veuille ensuite un impôt alors plus progressif et qu'on veuille rétablir un peu de justice en taxant les très très riches qui échappent très largement à l'impôt. Je sais pas, moi ça me semble comme une évidence. Les riches paient moins d'impôts que les pauvres en France, Anne-Sophie Alsip. Alors, je pense que la problématique, si je peux me permettre, bien sûr on connaît bien ces travaux, n'est pas celle-ci. Et déjà quand on parle d'une taxe sur les ultra-riches, c'est vrai que très souvent ces collègues parlent d'avoir une certaine rationalité économique. J'entendais même Raphaël Zucman qui parlait de faire une taxe... Gabriel, pardon. Donc qui disait de faire une taxe sur Bernard Arnault. Bon là, c'est vrai qu'on voit que la scientificité est peut-être secondaire. Et plus sur le fond, moi ce qui me dérange, alors c'est vrai que voilà, je suis vraiment pour une certaine souveraineté économique européenne, c'est que c'est pas des ultra riches. Le problème, c'est que quand on parle de plus de 100 millions, c'est pas bien sûr des individus qui ont ces entreprises, mais c'est surtout des entreprises. C'est surtout des entreprises derrière. Et c'est surtout des actions et c'est surtout une valorisation de ces entreprises. Il peut y avoir une confusion autour de ça. Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, je faisais un petit la confusion lui-même. Sur votre plateau ici, c'était assez impressionnant de confondre valorisation, patrimoine et revenus. Ça n'a absolument rien à voir. Donc là, il faut peut-être qu'il y ait un travail fait là-dessus. Ce qui est très compliqué avec ces taxes, c'est qu'est-ce qu'on dit ? On est dans un pays où on a 9,4% d'industrie. On est à 16 en Italie, 20 en Allemagne. Donc on a quasiment plus d'industrie. L'industrie, ça vous êtes d'accord, on a des gains de productivité, c'est vraiment dans l'industrie qu'on en a plus dans les services. Ça, on est d'accord et il y a un consensus. On est dans une situation... Bien qu'il soit faible, mais moins que dans les services. On est dans une servicisation aujourd'hui. Donc, on est dans cette situation, ça c'est factuel, tout le monde est d'accord. L'autre élément, c'est, et on en a parlé à l'époque de la défense, de dire qu'on a un problème de souveraineté économique. Que l'on voit depuis à peu près 10 ans que toutes les entreprises stratégiques sont rachetées à 75% par les États-Unis. Et là, qu'est-ce qu'on décide de faire dans ce contexte ? Parce que les 100 millions, c'est quoi ? C'est Mistral, l'IA. C'est Dassault, l'armée. Qu'est-ce qu'on décide ? On décide de dire, vous allez... Donc là, on parle d'action, on ne parle pas de 100 millions que vous avez sur votre compte en banque pour vous acheter une montre ou un bateau. On parle d'action et de valorisation d'entreprise. Mistral, valorisé à 14 milliards, ça on est tout à fait d'accord, qui perd de l'argent, comme Amazon qu'on a perdu pendant 15 ans. Aucun bénéfice pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et donc là, on va dire, vous allez vendre une partie de vos actions... Ou le donner à l'État. C'est une des propositions de Thomas Piketty. Revendre d'une manière hypothétique à des investisseurs. Voilà. Alors déjà, il faut le savoir, une entreprise est non cotée. Quand vous êtes dans une entreprise non cotée, il faut qu'il y ait une unanimité des investisseurs pour émettre des parts. Là aussi, on est tout à fait d'accord. Donc ça veut dire que ceux qui sont autour doivent être tous d'accord pour émettre des actions. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière quand il y aura une nouvelle levée de fonds ? Est-ce que vous croyez qu'Apple ou les autres vont se dire « Attention, je vais mettre 1 milliard ou des milliards dans cette boîte » ou il va falloir avoir une unanimité pour faire de nouvelles actions et pour pouvoir donner une partie de mon capital à l'État ? Qui va investir dans l'IA ? Donc la question, en fait, c'est ça, dans ce contexte. C'est qu'est-ce qu'on veut ? On ne veut plus avoir aucun secteur stratégique en Europe et on veut être acheté massivement par la Chine et les États-Unis. Voilà, c'est ce qu'on veut aussi. 10 ans. Mais ce qu'on veut aussi, c'est une vraie question. D'accord, mais ce qu'on veut aussi, c'est ce qu'on veut aussi, c'est une capacité d'investissement. D'accord, on est d'accord sur le constat du manque de souveraineté européenne. Cette situation en fait de dépendance excessive vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des États-Unis sur des plans différents. Je pense qu'on est d'accord sur l'idée qu'il faut bâtir effectivement une autonomie stratégique en Europe. Il faut pour ça une capacité d'investissement. Si on n'arrête pas en fait de rogner dans les recettes fiscales et si ceux qui doivent contribuer à l'impôt à la hauteur de leurs revenus n'y contribuent pas, il y a vraiment un problème de fond. Est-ce que ces taxes Zucman existent en Chine et aux États-Unis ? Est-ce qu'ils font ça aux États-Unis, en Chine ? Est-ce qu'en Russie, ils font ça ? Est-ce que dans les autres pays, ils font ça ? On va avoir des problématiques de guerre. C'est marrant parce qu'on parle pas tous en même temps, sinon on s'en sort pas. On parle de manque de souveraineté, il faudrait copier ce que font les autres. Cher Isabelle, je supprime tous les avantages fiscaux de Macron. Point. Il se trouve que les deux tiers touchent les Français. Non, mais juste moyenne, pour dire. C'est la taxe d'habitation, la redevance et l'impôt sur le revenu. Peut-être 50 milliards, etc. C'est pas ça qui va changer la face du monde en France. On va laisser tomber l'Europe parce que les pays sont dans des situations extrêmement différentes. On va parler de notre pays parce que, au fond, c'est de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, c'est une grève en France, c'est pas une grève en Europe. Et donc, j'admets
C'est pas ça qui va changer la face du monde. Ça va modifier ce que tu as dit à juste titre, un sentiment d'injustice fiscale, etc. Tiens, sûrement le climat. Mais si on parle de notre trajectoire... Tout à fait. Mais si on parle de la trajectoire économique de notre pays, on s'aperçoit bien... Tu l'as cité toi-même, que l'école, c'est pas top. Sur la santé, j'aime bien parler de l'hôpital, mais pas de la médecine. La santé, parce que je trouve qu'on continue à être très très bien soigné dans notre pays. Mais l'hôpital ne marche pas bien. Je veux dire, je suis bien placé pour le savoir. Donc le regard qu'on peut avoir dépasse, j'allais dire, et sur deux sujets différents, un problème d'injustice qu'il faut sûrement, ou de sentiment d'injustice qu'il faut corriger, et puis par ailleurs, la trajectoire économique de notre pays, dans lesquels, par exemple, les taux d'épargne, qui est un chiffre absolument 19%. massif, c'est la preuve que les Français sentent pas bien. C'est pas uniquement parce qu'il y a eu des avantages fiscaux. Ils trouvent qu'on n'est pas sur une bonne trajectoire, ce qui est vrai. Et ça date pas de Macron, ça date d'il y a... La décision, c'est ma génération, pas moi, mais ma génération qui a décidé qu'on allait se désindustrialiser. On l'a décidé. C'est une décision qu'on allait devenir les rois de la finance et du tourisme. C'est très compliqué. Donc, il faut essayer à la fois de résoudre le problème que tu évoques, celui de remettre de la confiance, et à la fois, par ailleurs, en trajectoire économique, les ordres de grandeur ne sont pas tout à fait les mêmes. Il nous manque des centaines de milliards en investissement. Il nous manque de la confiance. Il nous manque... Et c'est pas... taxe ou pas taxe, Zuckman, ça veut dire ça correspond bien au premier sujet que tu évoquais, mais pas à la trajectoire économique de notre pays, qui à l'évidence est pas au mieux de sa forme, mais bien au-delà des avantages fiscaux. Mais j'entends moi deux choses, c'est-à-dire qu'il y a injustice fiscale, ou est-ce qu'on n'en a pas assez pour notre argent, si je puis dire, en termes de qualité des services publics, Isabelle Couppey-Soubaran. C'est peut-être oui, alors la qualité des services publics se dégrade parce que l'investissement dans l'entretien des services publics n'a fait que diminuer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner qu'avec des dépenses courantes. On a quand même des dépenses publiques qui augmentent de 65 milliards d'euros chaque année. On est le pays qui a le taux de dépenses publiques le plus élevé de l'OCDE. Peut-être, mais pour autant, l'investissement public, lui, ralentit. Ça va bien quelque part. Je veux dire, c'est le problème de l'éducation nationale que nous connaissons bien, puisque nous sommes tous les trois proches, est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça. On a du mal, en réalité, alors sujet qui a été très évoqué ce matin, à résoudre ce problème d'absence d'envie des jeunes d'aller dans ces métiers-là, ce qui est quand même un problème majeur. Problème d'attractivité. Alors on peut dire ils sont pas assez payés. Il y a plein de sujets. Mais vous évoquiez aussi on a quand même un problème majeur qui est celui qu'on est sur une trajectoire qui marche pas bien pour des tas de raisons et un problème d'orientation des dépenses publiques que de la fiscalité. Oui, mais il y a je vais juste réagir pour l'aspect de production qui est quand même, à mon sens, central. Moi, je n'ai pas de problème. C'est après un débat démocratique de dire on est pour ou contre cette taxe. Mais juste, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est qu'on ne peut pas dire, d'un côté, on veut plus de souveraineté et on veut être indépendant des États-Unis et de la Chine, notamment s'il y a un conflit armé, et donc investir massivement dans la défense, l'armée, l'intelligence artificielle, la santé, tout ce qui est stratégique. Oui. Et de l'autre côté, quand on dit la taxe des riches, etc., encore une fois, c'est pas un yacht ou une montre, il n'y a pas de sujet où vous pouvez taxer, etc. On parle d'actifs productifs. C'est l'outil professionnel, ce que vous nous dites. C'est l'outil professionnel. Donc, le problème. Mais mettez de côté cet outil professionnel, ou sinon vous le mettez. Mais la conséquence, il faut le dire, c'est que, comme vous dites, une partie de Mistral, qui aujourd'hui ne gagne absolument pas d'argent, devra vendre une partie de ses actions. C'est juste très concret. Et l'IA de demain, si on veut dire, aujourd'hui, c'est les États-Unis qui dominent totalement. Cette IA, elle va générer des gains de productivité. Et ces gains de productivité, ils seront en Europe et ils permettront justement de financer les services publics. Après, vous pouvez avoir un monde, et en effet, c'est peut-être ça, où on ne vit en effet que du tourisme et on ne vit que des services. Et ça peut être le cas. Mais vous aurez beaucoup moins de valeur ajoutée. La réponse de Isabelle Couppey-Soubaran. Pas de souveraineté possible non plus sans recette fiscale à la hauteur de la capacité de contribution. La capacité productive. Donc vous pouvez taxer des choses qui ne sont pas productives, mais ne taxez pas. On a juste une entreprise en Europe et vous voulez vous y attaquer. Il y a d'autres options sur la table que la taxe Zuckman. On va en discuter.